Amis du jour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Critique Chronique Historique. Dans cette émission, je vous retrace l'histoire entière d'un film, ou dans le cas présent, d'une série. En particulier, évidemment, du pilote d'une série, ou comment cette série est arrivée sur nos écrans. C'est en 1996 que l'éditeur américain Bantam Spectra sort le premier volet de la saga A Song of Ice and Fire, A Game of Thrones. Ouais, c'est un petit peu comme l'épisode 4 de Star Wars, Un Nouvel Espoir, qui a été simplement rebaptisé Star Wars alors qu'en fait c'est le nom d'une anthologie. Vous vous en doutez, aujourd'hui je vous parle d'une petite série indépendante tirée d'ouvrages obscurs, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, écrit par le Tolkien américain George R.R. Martin, Game of Thrones. Avant de passer sur petit écran, Game of Thrones en gros c'est... une série de livres, une saga toujours en cours avec certaines particularités. Tout d'abord, il est intéressant de noter que les premières influences de George R.R. Martin sont très claires. 14e siècle. Le lieu, la France. Le roi, Philippe IV. Il est Philippe le Bel. Maudits! Vous serez tous maudits! J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. Il y a un petit peu des Rois maudits de Maurice Druon, qui a été adapté 2 fois en France, et surtout beaucoup de faits historiques. Déjà, en partant simplement sur l'histoire de la guerre des Roses, non, je ne parle pas du film de Danny DeVito, en gros c'est une guerre qui a opposé 2 puissantes familles, les York et les Lancaster. Bon, je ne fais pas le parallèle basique Lancaster-Lannister, parce que ça me paraît assez évident, tout comme York-Stark. Vous avez bien compris, il y a une légère influence. Alors, en ce qui concerne justement le nom de Stark, vous allez rire parce que beaucoup de gens font des blagues sur internet par rapport à Tony Stark de Marvel et compagnie, mais je pense en fait que c'est pas loin de la vérité. Non, attendez, avant que vous exclamiez à quel point je suis un odieux connard qui comprend rien à ce que je dis, laissez-moi vous parler de la lettre qu'écrira le petit George, 12 ans, à Stan Lee. Lettre qui sera publiée dans le numéro 21 des 4 Fantastiques en 1961. Il déclare ici son amour pour Marvel. Je pense qu'il y a peut-être un petit parallèle qui est resté dans sa tête. Après, libre à vous de me balancer des tomates ou quoi. C'est juste une théorie. En tout cas, on sait que le parallèle Marvel-George R.R. Martin existe et qui date. Le monde de Game of Thrones, de cette saga, est simplement divisé en 2 continents, Westeros et Essos. Oui, vous allez me dire, il s'est pas cassé le cul au niveau des noms, Est et Ouest. Non, la terminologie, c'est pas pour faire plus médiéval, c'est juste qu'en fait, il a rajouté Teros, le mot grec, qui en fait signifie au-delà, par-delà, soit trans en latin, et Tara en sanskrit. Westeros s'emploie ainsi terre au-delà de l'Ouest. Au niveau de son fonctionnement, le monde de Game of Thrones n'a qu'une seule particularité, indépendamment d'être peuplé de créatures mythiques. C'est son temps. Oui, cet univers n'est constitué que 2 époques, été et hiver. Bon oui, il y a le printemps, l'automne au milieu, mais enfin, il y a un long hiver et tout le reste. Seulement, la durée de chacun est un mystère. Quand les livres et la série commencent, nous sommes lors de la 10e année d'un long été et tout le monde redoute l'hiver à venir. C'est d'ailleurs la devise des Stark que vous avez peut-être déjà entendu, Winter is coming, l'hiver vient? Non? Personne? Ok, on passe. La saga verra donc la fin de cet été et la venue inéluctable de l'hiver. Je pense personnellement que les livres et la série s'arrêteront à la venue de l'hiver. Le dernier livre est censé s'appeler Les Vents de l'hiver, donc bon, ça prouverait à peu près ça, quoi. De très sérieux scientifiques de l'université américaine de Johns Hopkins ont analysé l'univers en question et en sont venus à la conclusion suivante. Le monde de Game of Thrones se situerait en fait sur une planète qui tourne autour d'une étoile binaire, contenant non pas une, mais 2 soleils différents. Chacun ayant une orbite différente de 100 jours, ce qui expliquerait en fait ce changement de saison étrange, et ce qui équivaudrait à peu près à ce que chaque année dure 700 jours. Alors, pour répondre à la question que vous vous posez, oui, les scientifiques de Johns Hopkins n'ont vraiment rien à foutre, visiblement. Au plus haut du monde civilisé de Game of Thrones se tient, non pas un mur, mais le mur, celui qui nous sépare du monde fantasmagorique de Game of Thrones. Un monde par-delà lequel les créatures mythologiques vivent. Le mur est haut de 213 mètres et fait 482 km de long, toute la largeur du continent en fait. C'est vraiment coupure, clair. L'inspiration de Martin vient évidemment du mur d'Adrien, une fortification classée au patrimoine national de l'UNESCO qui fait toute la largeur d'une partie de l'Angleterre. Bon après, c'est la Ligue des Benjamins, parce que ça fait juste genre 120 km et 4,5 m de longueur. Donc bon, tranquille. C'est l'empereur Adrien qui érigea ce mur en l'année 127, et son but était de bloquer l'arrivée des barbares. Comme la plupart des murs, ça n'a pas marché.
En ce qui concerne les religions, l'univers de Game of Thrones en a 2 principales et 2 secondaires, entre autres, parce que je peux en oublier. Tout d'abord, il y a les anciens dieux, une religion abandonnée, célébrée principalement dans le nord, uniquement au travers des barals. Ce sont des grands arbres sur lesquels sont sculptés des visages. Cette religion a depuis été supplantée par la suivante, celle qui est très ancrée à Westeros, la foi des 7. Soit le père, la mère, l'aïeul, le guerrier, le ferrant, la jouvencelle et l'étranger. 7 divinités qui n'en forment qu'une et qui sont représentées par une étoile à 7 branches. Vous pouvez la voir notamment dans le fameux temple que l'on voit à Westeros, celui où se marient... Ah non, pas de spoiler, pardon. Les représentants de cette religion sont les septons, et l'équivalent de leur pape, si vous voulez, c'est le grand septon. Oui, ils ne se sont pas cassés, c'est clair au moins. L'autre religion principale, elle plus située à Essos, est celle du dieu de la lumière, aussi surnommé R'hllor. Si je le prononce bien, je suis pas sûr. Il y a un H, il n'y a pas de I. R'hllor. 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 Les 2 autres religions, plus anecdotiques, sont celles du dieu noyé, principalement vénéré sur les îles de Fer et par les marins, et celle du dieu multiface, partiellement représenté par ses assassins sans visage. Bala Morghulis. Après le méga succès du Seigneur des Anneaux, les requins hollywoodiens n'ont pas tardé à se jeter sur JRRM et son trône de fer. Sûr que ces livres ne sont pas adaptables sur grand écran, Georgie refuse. Pourtant, on lui propose plusieurs développements, faisant de Jon Snow le héros, ou Daenerys, ou même les mecs qui ont rien compris, mais qui proposent quand même, on sait jamais. Mais comme le dit Georges Lemartin lui-même, mon histoire, c'est pas sur un personnage, c'est un ensemble. Bref, trop compliqué pour les requins qui voulaient juste se faire de l'argent. Au bout du compte, plein de gros chèques et un gros nom de la part de Georges. Vient alors un scénariste de cinéma et auteur à ses heures, David Benioff. Scénariste notamment de La 25e heure, l'excellent film de Spike Lee. Avec son compère D.B. Weiss, auteur sans grand succès, il propose à Georges de passer directement au petit écran. Bon, ça a le mérite au moins d'attirer son attention, sans qu'il est tout excité. Sans doute frétille-t-il d'excitation à l'idée de pouvoir enfin retranscrire sa série, un peu à l'image des Rois Maudits. Madame, je suis venu de France tout exprès pour vous dire que vos belles-sœurs sont des putains. Ah oui, c'est sûr, ça donne envie comme ça. Seulement, il est rapidement question de liberté de ton. Ah oui, CBS et ABC, ils se voient mal laisser un peu toutes les horreurs qu'il y a dans le livre s'inviter dans le salon de la ménagère. Benny et YC proposent HBO. La chaîne payante au ton on ne peut plus libre, qui sont d'accord en général pour tout, du moment qu'il y a du cul. C'est leur modo de base. À la base, c'est genre plus de cul. C'est comme ça qu'ils vendent, à la base. À la base. Maintenant, mais à la base, c'est ça. Bref, ça tente beaucoup Georges. Seulement, le problème, c'est qu'HBO, ils sont pas chauds, les mecs. Ah oui, la maison des Sopranos et The Wire, c'est déjà essayé la série d'époque épique à gros budget, et ils se sont pété les dents là-dessus. Alors, je veux bien sûr parler de la série Rome, qui est un petit chef-d'œuvre télévisuel entre nous, qu'on soit très clair là-dessus, c'est vraiment très bien. Coproduite par la BBC, Rome se veut à ce moment-là la série la plus chère de l'histoire. Après, on peut pas parler d'échec télévisuel, parce que l'audience de Rome est pas mauvaise. C'est juste que, par rapport au budget, le retour qu'ils ont au niveau pécunier, c'est pas suffisant. Au bout de 2 saisons seulement, la série est annulée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les 2 saisons forment une histoire complète. Un gros morceau important de l'histoire de l'Empire romain. Donc si vous voulez vous faire cette série, dites-vous que vous avez un énorme film à voir, sans problème. Encore une fois, je vous la conseille. Bref, pour rassurer HBO toujours pas chaud, le trio de tête propose une série à moindre coût. Ainsi, la chaîne payante, fort de son expérience quand même par rapport à Rome, donne son feu vert. Mais attention, surveille le budget les mecs. Le casting est lancé à l'exception d'un rôle, celui du cadet Lannister, Tyrion, un nain, qui lui va directement à l'acteur Peter Dinklage. En fait, il est le seul que George R.R. Martin voit dans ce rôle. Accessoirement, c'est le seul américain au casting. Oui, en fait, c'est principalement des anglais les mecs. Je m'arrête 2 secondes sur l'importance de l'acteur, parce que c'est lui aussi qui a conseillé pour le rôle de sa sœur Cersei, Lena Headey, qui est une amie à lui en fait, et qui du coup jouera bien sa sœur. C'est marrant parce que l'amitié qui les unit, tu la sens pas vraiment dans la série. Elle l'aime pas beaucoup. HBO, pas con pour le coup, décide de prendre quand même un gros nom pour lancer le truc. Et qui de mieux qu'un ancien de la promo Seigneur des Anneaux? Je demande bien sûr Boromir, alias Sean Bean. Donc c'est lui qui fera Ned Stark, le rôle titre. Tout cela pour mettre en place un pilote dont le résultat est désastreux. Ah non, vraiment, les mecs de HBO, ils voient ça, ils font « Oh, y a pas moyen, les gars, y a pas moyen ». Pourtant réalisé par le metteur en scène de Spotlight, qui a gagné meilleur film aux Oscars, pas mérité, le pilote est retourné à quasiment 90%, à l'exception d'une ou deux scènes par Tim Van Patten, un réalisateur officiel de HBO, qui a réalisé entre autres Les Sopranos, Sur Écoute et, ah tiens, Rome. Et en plus, dans le pilote, il y avait quand même George R.R. Martin qui faisait une petite caméo lors du mariage de Daenerys, et plus de George.
Ceci dit, George négocie quand même dans son contrat de pouvoir écrire un épisode par saison, ce qu'il arrêtera de faire à partir de la 5, puisque de toute façon, il n'a pas le temps, parce qu'il doit écrire les 2 derniers volets, t'as les fans avides qui n'arrêtent pas de lui faire chier, donc le gars au bout d'un moment il fait ok, temps mort, on arrête, je me concentre sur les livres, j'arrête avec la série. Toute la série le rattrape, donc il est un peu nerveux le mec. Allez George, on y croit. Ce nouveau pilote sera finalement approuvé par HBO qui demandera une saison entière. Seulement attention, avec le budget le plus bas possible. Ce qui fait que bataille épique dans cette saison, il n'y aura pas. Si vous vous souvenez de la saison 1, je crois que vous voyez très bien qu'il y a 2-3 batailles prévues, elles sont complètement éludées. Quelqu'un est assommé, on regarde le ciel, machin, bidule, pas de bataille. Faut attendre la 2 déjà pour qu'on se dise « Ah, ça marche pas mal, on va vous filer un peu de thunes, on va un peu mettre du spectacle. » Mais sinon, non, pas la saison 1. Ceci dit, rassurez-vous, les créateurs savent où ils vont puisque George Martin avait expliqué aux 2 créateurs de la série comment allait se finir sa saga. Donc quoi qu'il en soit, les mecs, même s'ils ont un doute sur comment on arrive au point final, parce que les livres sont pas encore sortis, ils savent au moins la finalité de la chose. De l'aveu de l'auteur lui-même, sa saga peut se suivre en 3 axes de lecture. 3 personnages qui constituent pour lui le cœur même de sa série. Ces 3 personnages sont évidemment Tyrion Lannister, Jon Snow et Daenerys Targaryen. Et il est justement intéressant de noter que certaines personnes ont en fait noté le temps d'apparence à l'écran de chacun des personnages de Game of Thrones pour voir s'il y avait quand même une sorte de tête d'affiche qui en sortait. Et devinez quoi ? C'est exactement ça. Tyrion avec 259 minutes, Jon Snow avec 216 minutes et Daenerys avec 192 minutes. Comme quoi, ça s'invente pas. Surtout quand on sait qu'à la base, il y a des graphiques très clairs qui le montrent. Les mecs, quand ils adaptent la saison 1 et la saison 2 de Game of Thrones, ils suivent quasiment au chapitre près. Ils ont juste mis un peu en avant le personnage de Robb Stark, un petit peu plus délaissé dans les livres, parce qu'ils aimaient bien l'acteur, et par rapport à certaines scènes qui se passent plus tard, pour donner un peu plus d'impact émotionnel. Si vous avez vu, vous voyez de quoi je parle. Comme quoi, quand on dit que la série est fidèle au livre, là, c'est un peu la preuve, on est d'accord. Depuis, Game of Thrones est devenu le succès qu'on connaît, et avec lui, plus de budget et donc plus de scènes épiques. Et je vous parle même pas des effets spéciaux qui sont bien sûr d'une excellente qualité. Comme quoi, finalement, HBO a quand même bien retenu les leçons de Robb. À l'orée de la saison 6, que j'espère bien meilleure que la 5, je l'ai trouvée un peu faible, mais ça n'engage que moi, je vous dis, amis du soir, bonsoir. George Martin a écrit en 1900, je n'ai aucune idée de la date, pourtant je continue de parler. Le petit George, 12 ans, écrit une lettre à Stan Lee qui sera publiée dans les 4 Fantastiques, dans le numéro 20. Bref, tu veux faire une trace française, tu m'appelles. Non, la terminologie c'est pas pour faire plus médiéval, c'est juste qu'il a rajouté terros de grec qui veut dire terre. Non, pas du tout en fait, c'est de la merde ce que tu viens de dire. Westeros s'appelant ainsi au bout du compte, terre au-delà de l'Est. Et c'est de l'Ouest, perdu. Au niveau de son fonctionnement, le monde de Game of Thrones n'a qu'une seule particularité. Tout ce qui se passe dans les livres dérangeait la ménagère. Fuck. Coproduite par la BBC, Rome était à l'époque la série, c'est mieux. Bah après, on peut pas parler, c'est pas... Ah. Plus de je ne sais pas quoi dire. Qui en fait a suggéré pour jouer sa sœur l'actrice. C'est pas compliqué le mot actrice, et pourtant...